Bonjour à tous. On est bon sur les caméras, Robin ? Magnifique, merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue à la Cité des Sciences pour un enregistrement du podcast The Big Shift. Je suis super content de vous avoir ici et je suis très très fier d'enregistrer dans ce lieu. J'ai créé The Big Shift il y a un peu plus de 3 ans avec un objectif, c'est de créer l'audiothèque la plus complète sur la transition écologique, et on parle d'énormément de sujets, on passe de la mobilité à l'économie, l'alimentation, et du coup l'objectif vraiment de cette audiothèque, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse se l'approprier, la prendre en main et la partager aussi pour que tous les grands sujets, les grands enjeux de la transition écologique puissent être mieux pris en compte. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés avec les médiateurs et médiatrices de la Cité des Sciences, parce qu'on a des buts qui sont très très proches les uns des autres, et dans le cadre de leur exposition sur l'urgence climatique et puis plus précisément sur leur rendez-vous de l'urgence environnementale qui sont en ce moment cette semaine, on a décidé d'enregistrer 2 épisodes qui vont toucher à l'océan. Alors, on est maintenant avec Claire Nouvian pour discuter d'activisme océanique, et puis dans 1h30, on sera avec Pierre Gilbert pour discuter de géomimétisme. Donc, je vous propose de venir, de passer, de vous installer et d'écouter ces super épisodes. Bienvenue sur le podcast, Claire. Bonjour, on n'est donc pas à la marche féministe. Énorme sacrifice, hein. C'est vrai qu'il y avait ça. J'avais beaucoup entendu dire que tu avais le don d'ubiquité avant aujourd'hui. Je pense qu'on vient de le vérifier. À 14h en marche féministe à Gare du Nord, à 14h30 en enregistrement de podcast à la Cité des Sciences, à 17h à Saint-Ouen pour un autre événement. En fait, tu fais tout le temps. Est-ce que tu dors, Claire ? Pas assez. Pas assez, mais clairement. Le minimum vital, ouais. Eh bien, écoute, moi, je suis ravi de t'avoir sur le podcast pour commencer, et peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Claire Nouvian. J'ai fondé l'association Bloom pour la défense de l'océan, du climat et donc de l'humanité. Tu as fondé ça en 2005. Ça remonte. Il y a assez peu de gens, finalement, en regard de la majorité d'aujourd'hui, qui étaient au courant ou qui étaient impliqués sur des sujets peut-être d'activisme écologique à cette période-là. C'est quoi ton lien avec l'océan et pourquoi est-ce que tu as créé ça en 2005 ? J'ai créé Bloom parce que en 2000, à peu près dans les années 2000, j'ai découvert qu'il existait un truc qui s'appelle la pêche en eau profonde. Et donc des énormes chalutiers industriels, énormes, dans lesquels on pouvait faire loger dans les filets, on pouvait mettre plusieurs Boeing, c'était sidérant. Et ils allaient pêcher jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et donc je me suis dit, on ne pouvait pas laisser des bateaux industriels déficitaires, structurellement d'ailleurs, ravager les récifs coralliens qui existent dans les grandes profondeurs de l'océan. Et donc le fait de découvrir qu'en même temps, les coraux qui habitent les grandes profondeurs sont d'abord très nombreux, totalement méconnus, mais ceux qu'on connaît, on les a déjà datés à une longévité de plusieurs millénaires qui donc détruit toute forme de record de longévité animale jusqu'ici connu. Donc je me suis dit ça marche pas, c'est pas possible de laisser quelques navires passer avec des filets qui sont lestés, avec des boules d'acier qui sont vraiment destinés à plaquer le filet au fond de l'océan. Il faut se représenter ça, avec des énormes disques en caoutchouc très épais qui sont faits pour sauter par-dessus les cailloux. Donc c'est vraiment des machines de broyage qu'on envoie sur tous les écosystèmes marins les plus vulnérables, les plus longévives, les plus fragiles, des animaux qui peuvent vivre des centaines, donc dans les coraux c'est des milliers d'années, mais même les poissons vivent plus que 100 ans. Enfin, vous voyez, et on laissait passer ces énormes machines de guerre. Et donc, je me suis dit que c'était pas possible. C'était pas possible. Donc, j'ai pas vraiment choisi. Ça s'est imposé à moi. Je pensais pas du tout faire ça de ma vie. Et comment est-ce que tu t'en es rendu compte ? Parce qu'en fait, on est des millions à passer à côté de ce sujet. C'était quoi ta porte d'entrée là-dessus ? Tu t'es rendu compte de ça ? Je travaillais pour la télévision et je faisais un documentaire sur l'adaptation des animaux au cycle de la nuit, en fait. Donc, le cycle circadien, c'est l'alternance entre le jour et la nuit. Et je regardais, j'avais fait un documentaire sur l'adaptation des animaux dans la savane, des animaux dans la jungle. Et on est arrivé sur les océans. Et donc, on regardait comment vivait un écosystème marin la nuit.
Et donc, on avait regardé, je sais pas, ce que faisaient les poissons perroquets, ce que faisait je sais pas, un gorgonocéphale, etc. Et donc, on était dans cette optique-là, et il fallait terminer le documentaire par la nuit éternelle. Donc, sortir de l'alternance nuit-jour et regarder la nuit éternelle, et donc plonger un peu plus profond que le récif corallien, etc. Et c'est là qu'on s'est rendu compte moi, je me suis rendu compte que dans les abysses, il y avait une foison de vie et que c'était magnifique, méconnu, fragile, en train d'être découvert par la science. C'est ça qui était aussi fascinant, c'est que tous les chercheurs étaient en train de travailler sur la documentation, sur la compréhension de comment étaient reliés les animaux entre eux, les cycles de l'oxygène, les cycles du carbone, etc. Et donc à partir de là, j'ai découvert, j'ai plongé. Depuis le Covid, ma voix a changé, je sais pas pour vous. Je te remets un peu d'eau. Ouais, mais ça change pas grand-chose. En fait, c'est un truc qui est lié au Covid. Et du coup, j'ai plongé et je suis pas ressortie en fait de cette plongée. J'ai plongé dans les grandes profondeurs. J'ai commencé à contacter des chercheurs. J'ai lu les rares documents qui existaient sur la pêche en eau profonde, sur ce chalutage en eau profonde. Et j'ai découvert un rapport de l'ONU qui avait été fait par un homme qui s'appelle Matthew Gianni, qui est devenu mon complice pendant des années. Et il avait quantifié qu'il y avait dans le monde 285 chalutiers qui détruisaient l'océan profond, donc 2/3 de la planète quand même. Et je me suis dit 285, mais c'est rien. Enfin 285, vous voyez, c'est même pas un centième des gens qui sont là aujourd'hui. Donc je me suis dit c'est bon, on va les arrêter. Il me semble qu'il y a 100 000 bateaux de pêche qui sont enregistrés aujourd'hui dans le monde, c'est ça? Donc c'est 285 sur 100 000. Ceux qui ont la capacité, donc les énormes chalutiers industriels qui ont la capacité de déployer la longueur de filet et la longueur en hauteur et la longueur ensuite de ces filets, il y en a très peu. En réalité, la pêche industrielle, elle est infinitésimale. Et donc voilà, je me suis dit 285, on allait les arrêter, puis après je ferai autre chose, je retournerai à ma vie de journaliste et tout, et puis en fait, ça s'est pas passé comme ça. Parce que du coup, depuis 2005, le combat continue. Vous avez eu un grand nombre de victoires. Alors, j'en ai noté quelques-unes, mais avec Bloom, vous avez réussi à valider l'interdiction de la pêche électrique, l'interdiction de la seine démersale. Donc ça, c'est les chaluts qui raclent le fond, essentiellement. Alors, la seine démersale, on a gagné le vote au Parlement, mais on a été trahi par la France, comme souvent, en trilogue. C'est-à-dire au moment où, après, le Parlement va en négociation avec la Commission et le Conseil. Donc, on a été trahis, les pêcheurs français et les citoyens ont été trahis par la France. Donc ça, c'est un projet qui est encore en cours. Ouais. Vous avez eu l'engagement du président Macron en 2022 sur l'interdiction de l'exploitation minière en haute mer. Ça, il a tenu parole. Quand on se balade en gros sur le site de Bloom, on se rend compte que c'est un travail de fourmi parce qu'il y a des sujets, en fait, quand vous faites la liste de toutes les actions que vous menez pour chacun de ces sujets, il y en a qui remontent à presque 10 ans, 12 ans. Donc en fait, pour chaque sujet que vous faites, vous avez un plaidoyer, un lobbying qui date pendant des années. Comment est-ce que vous faites pour choisir les sujets sur lesquels vous allez vous impliquer? C'est très simple, on prend une matrice de causalité et on regarde les effets produits par la pêche industrielle et l'exploitation des océans. Et on remonte dans les chaînes de causalité pour régler le problème de façon systémique et non pas sectorielle. Au début, on est rentré par le sectoriel. La pêche en eau profonde, c'est un problème sectoriel. On a réglé un problème sectoriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un problème d'un secteur, un minuscule secteur qui avait un impact énorme. Donc une industrie agroalimentaire ou... Non, l'industrie de la pêche en eau profonde, okay. C'était un problème dans le secteur de la pêche, mais c'était un petit segment du problème. Et pendant qu'on faisait ça, en effet, les pêcheurs industriels, par exemple néerlandais, avaient inventé l'électrocution des poissons pour aller attraper les derniers poissons, parce qu'en fait, il reste quasiment plus de poissons. Et donc, ils avaient vraiment inventé cette nouvelle méthode, c'était de rajouter des électrodes à leur chalutier. Donc, non seulement ils détruisaient les fonds marins, mais en plus, ils électrocutaient toute la vie marine, y compris les œufs, les larves, enfin vraiment la vie à la source de la vie. Donc, pendant que nous, on se battait contre la pêche en eau profonde, les pêcheurs industriels néerlandais avaient inventé la pêche électrique. Et donc, on s'est dit, mais on va pas continuer à courir après la balle éternellement comme ça. La pêche profonde, ensuite la pêche électrique, ensuite quoi d'autre. Donc, il faut remonter au niveau du secteur, vraiment pour avoir une approche systémique et se dire, en fait, on a un problème systémique avec la pêche industrielle, avec son ampleur, avec son pouvoir de nuisance sur la démocratie, avec sa capacité de corruption, avec sa capacité de fraude, d'évasion fiscale, de destruction à grande échelle d'un océan sain, en bonne santé, avec de l'abondance et de la diversité d'espèces. Et donc, on a remonté en fait le combat au niveau vraiment du secteur
pour se débarrasser de la pêche industrielle. Et ce secteur, il est particulièrement touché par cette corruption que tu dis, ces intérêts. Alors, c'est vraiment un secteur très, très mafieux dans sa façon de fonctionner. Au sens où une mafia, c'est un secteur qui a besoin d'opacité pour obtenir des décisions qui lui sont favorables, alors que ce sont des décisions qui sont contraires à l'intérêt général. Et la deuxième caractéristique, c'est l'infiltration des organes de pouvoir et des organes de décision pour tirer la décision à son intérêt. Et en fait, je vais vous raconter juste une chose qui va vous donner un peu la dimension de l'opacité de ce secteur et pourquoi on a un problème fondamental avec cette gouvernance, c'est que la pêche, c'est une activité donc privée, mais qui repose sur une ressource publique. Les poissons n'appartiennent pas aux pêcheurs, ils ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à la planète. Ils reposent sur l'exploitation de poissons donc, qui sont un bien public. Ce bien public, il est décidé dans son exploitation par des quotas de pêche qui sont supposément, et la plupart du temps quand même, fixés en fonction d'avis scientifiques. Ça, c'est décidé à Bruxelles. D'ailleurs, dans très peu de temps, vers le 10 décembre, les ministres des pêches, on en entend toujours parler une fois par an, le ministre des pêches, il est revenu avec son quota de pêche. Ce quota est décidé au niveau de Bruxelles, dans une pièce entre des ministres de la pêche, sans aucune transparence. Aucune. Donc, personne n'a accès à la pièce, à part les États membres. Les lobbies de la pêche, eux, sont dans le bâtiment du Conseil de l'UE, dans lequel se négocient les négociations de quotas. Une fois que la France et les États membres repartent chez eux avec du quota, ce quota, qui est un bien public, qui est décidé avec l'avis scientifique qui est produit par de l'argent public et par des fonctionnaires qui sont des agents publics. Ce bien public repart en France, il est donné à des boîtes noires qui s'appellent les organisations de producteurs. Donc le quota qui est décidé à Bruxelles arrive dans les organisations de producteurs et l'administration du quota devient totalement opaque. Personne n'est au courant de comment le quota est distribué, sur quels critères, à qui, pourquoi faire. Donc ça marche. Dès qu'on arrive dans la sphère, on va dire domestique, la sphère nationale, l'administration du quota devient un exercice opaque, subjectif, en capacité d'être influencé par toutes sortes d'influences et d'intérêts qui vont s'exercer sur cette décision. Vous comprenez bien que sans quota, vous ne pouvez pas pêcher. Donc vous avez un intérêt immédiat en tant qu'industriel, vous, d'influencer l'organisation de producteurs, de rentrer dans l'organisation de producteurs, ce qu'on appelle une OP, de rentrer dans l'OP pour tirer le quota à vous, pour tirer le quota à votre entreprise, etc. Même si, en fait, il est contraire à l'intérêt général de vous donner du quota. Donc je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux récemment. On a dénoncé un navire qui est en fait le plus grand navire pélagique du monde. Donc il s'appelle l'Annelies Ilena. C'est un navire néerlandais qui appartient à une société qui s'appelle Parlefleet van der Plas, qui est un immense acteur de la pêche industrielle, qui a racheté beaucoup des flottes européennes au travers de toute l'Union et même au-delà. Cet acteur industriel donc, a ce bateau de 145 mètres, c'est quand même la moitié de la tour Eiffel. Ce bateau de 145 mètres est immatriculé en Pologne. Il a une usine de surimi à son bord pour faire du surimi, mais il ne peut pas faire du surimi parce que pour faire du surimi, il a besoin d'un quota de merlan bleu. Mais la Pologne n'a pas de merlan bleu. Donc là, la Pologne avait besoin du quota de merlan bleu de la France pour pouvoir aller exploiter les eaux européennes et les massacrer. Et donc, tous les pêcheurs français sont contre le gigantisme industriel qui ravage l'océan. Tous les pêcheurs français, sauf une toute petite poignée d'industriels qui voient la ressource publique du poisson comme une manne financière et non pas comme un objet de souveraineté alimentaire, comme une opportunité pour organiser un secteur économique durable, socialement acceptable, avec un maximum d'emplois sur notre territoire. Et donc tout le monde est contre, sauf donc les industriels néerlandais qui, eux, ont aussi infiltré les organes de représentation des pêcheurs et les organisations de producteurs. Résultat, la France vient de céder 37 000 tonnes de quotas de merlan bleu à ce bateau, l'Annelies Ilena, qui est parti pêcher. Et en échange de ce transfert de merlan bleu, elle n'a récupéré que 1200 tonnes de cabillaud.
Est-ce que ce cabillaud, il est alloué aux pêcheurs français de la côte parce que c'est une espèce qui a de la valeur? Non. Tout le quota a été transféré à un chalutier de fond, un monstre marin, un méga chalutier de 80 mètres qui appartient encore à une entreprise néerlandaise. Ce quota de 37 000 tonnes de merlan bleu aurait pu être échangé contre du quota de maquereau, par exemple. Ce que tous les pêcheurs des côtes françaises réclament pour pouvoir avoir plus de possibilités de capture et donc de résilience économique et de performance économique pour leurs petites entreprises de pêche, voilà, familiales. Donc en fait, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe entre grands et entre puissants, en écrasant absolument et la volonté des citoyens et l'intérêt général dans la préservation de la biomasse dans l'océan, du climat, et même contre l'intérêt et la volonté des pêcheurs français. C'est comme ça, donc on a un exemple frais, ça vous donne une idée du niveau de fonctionnement totalement antidémocratique et quasi mafieux de ce secteur qui en fait s'assoit sur tout le bon sens, sur même la rationalité économique et sociale. Et l'écologie, évidemment, vous imaginez que c'est la dernière roue du carrosse. C'est intéressant et j'ai l'impression qu'il y a un parallèle qui est assez important entre ça et puis ce qu'on peut reprocher aussi à la PAC et au financement pour les plus grosses exploitations industrielles agroalimentaires. Oui, il y a une étude qui vient de montrer que pour la PAC, il y avait 6 milliardaires qui avaient reçu, je ne sais plus, j'ai vu un article du Guardian passer comme ça, qui disait qu'il y avait 6 milliardaires qui avaient vraiment beaucoup profité de la PAC, en fait, des aides agricoles. Aujourd'hui, un des combats principaux de l'association, c'est la protection des aires marines protégées. Ça fait peut-être bizarre de dire qu'il faut protéger des aires marines protégées, mais aujourd'hui, en France, il y a moins de 0,1% des aires marines protégées qui le sont véritablement. Le pays, normalement, doit revendiquer 33% de ses eaux en aires marines protégées. Qu'est-ce que c'est déjà, une aire marine protégée? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin et pourquoi est-ce qu'il faut les protéger? En fait, j'ai envie de demander au public, à votre avis, quelle devrait être la définition d'une aire marine protégée? Elle devrait être protégée. Et voilà, en fait, voilà. Donc une aire marine protégée devrait être protégée, puisque l'avantage de la protection, c'est que ça marche et c'est universel. Ça marche pour faire quoi? Ça marche pour reconstruire, restaurer des écosystèmes, protéger des écosystèmes ou des biotopes qui sont d'un intérêt écologique un peu supérieur, parce qu'on accepte tout à fait l'idée qu'il y a une exploitation, il faut nourrir les humains, très bien, mais on n'est pas obligé d'exploiter 99,99% de l'océan. Parce que c'est contre-productif et que toutes les courbes historiques nous montrent qu'en exploitant 100% de l'océan comme on l'a fait depuis des siècles, on arrive simplement en fin de course à avoir détruit l'environnement, on a détruit les habitats, on a détruit les puits de carbone, on a détruit la biodiversité, on a détruit la biomasse, on a détruit l'économie, on a détruit les emplois, on a détruit les finances publiques. Merci, la gestion. Bravo, au passage. Donc c'est une catastrophe. Et face à cette urgence autant écologique que sociale, d'avoir des puits de carbone fonctionnels pour absorber le choc du changement climatique et les émissions de CO2 de nos activités, pour restaurer de la biomasse de façon à restaurer aussi et régénérer les activités de pêche artisanale, de façon à évidemment endiguer l'effondrement de la biodiversité. Il n'y a pas plus efficace que de protéger des zones qui se soignent toutes seules. Enfin, c'est magique, hein, la nature pour ça. On la laisse en paix pendant un temps et elle se remet d'aplomb. Et dans l'océan, c'est spectaculaire. Quand vous laissez un endroit vraiment protégé, en 5 à 7 ans, la biomasse de poissons se multiplie de 5 à 7. C'est vraiment facile, c'est 5 à 7. Vous retenez ce chiffre-là. Donc on se retrouve avec une explosion de biomasse. Les habitats qu'on a détruits avec le passage des chalutiers, donc ces engins qui raclent les fonds, qui sont lestés, les habitats mettent un petit peu plus de temps à se reconstruire, puisque évidemment un écosystème est complexe, il est fait d'interactions, même il y a des coraux, hein, partout en Bretagne, il y a des coraux d'eau froide. Les coraux, ça prend plus de temps à croître que, évidemment, juste un poisson à se reproduire. Donc les habitats en tant que tels, ils mettent un peu plus de temps, mais en 12 ans, on voit déjà des écosystèmes entiers recréés par le seul effet magique de la protection, j'ai envie de dire. Et en France, on a décidé qu'on allait faire de la protection à la française. Et c'est une sauce particulière à la française. C'est une sauce chalutier. C'est le chalutier en passage permanent dans les aires marines protégées, à tel point qu'il y a plus de passages de chalutiers dans les aires marines protégées qu'à l'extérieur. Champion, bravo, cocorico. Donc nous, on a un problème majeur. C'est que la France a vraiment décidé d'être très très active à protéger les chalutiers.
On n'a vraiment que même pas 1000 navires qui sont concernés. Donc on est vraiment sur un minuscule secteur d'un point de vue économique, qui en plus est en perdition et est déficitaire structurellement, en faillite, si on arrête de lui donner de l'argent public. Mais c'est ça qu'on décide de protéger plutôt que l'intérêt général et les animaux, la diversité, le climat. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, alors là, c'est le summum de ce que l'effondrement du politique peut générer, c'est-à-dire une absence totale de gouvernance du bien commun. Mais quand on protège ce système, est-ce qu'on est en train plutôt de protéger une sécurité alimentaire, le fait qu'on arrive à s'en nourrir ? Pas du tout. Pourquoi ? Puisque je vous dis, mais c'est dommage, si on avait une courbe, on aurait là une courbe d'ailleurs que vous pouvez googler, qui est vraiment géniale. Si vous faites Guénette et Gasquel, vous tombez sur Guénette, donc G-U-E-N-E-T-E. Ouais. C'est le nom d'une chercheuse qui a publié, je crois bien que c'est une chercheuse d'ailleurs, qui a publié avec Didier Gasquel une reconstruction en fait de la biomasse dans l'océan par rapport à l'effort de pêche. Et en fait, quand on fait la recherche et qu'on va sur images de Google, on tombe sur cette courbe qui raconte tout le secteur de la pêche. Elle montre qu'en depuis 1950, on avait une énorme biomasse de poissons qui n'a fait que chuter. Et en contrepartie, on a, depuis 1950, une courbe qui croise la courbe de la biomasse et de l'abondance des poissons, qui est une courbe de l'effort de pêche. Donc on a construit énormément de bateaux qui ont déployé beaucoup d'heures de pêche, d'intensité de pêche. Et donc cette courbe traverse la courbe des poissons et va se coller tout à fait en haut, alors que les poissons se sont effondrés et la courbe est collée tout à fait en bas du graphique. Et ce qu'aujourd'hui, le secteur de la pêche appelle de la pêche durable, entre guillemets, c'est le fait d'avoir très peu de poissons, mais qui se sont stabilisés très 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 bas, et beaucoup de bateaux qui sont stabilisés, mais très 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 haut. Et ça, c'est pas la pêche durable. Ça, c'est de la pêche non durable, financée par l'argent public, parce que si on retire l'artificialité de l'économie des subventions publiques qui sont données indirectes et directes, comme la détaxe gasoil aux bateaux, en fait, de fait, on réduit de façon drastique l'effort de pêche et ça permet de donner du souffle, notamment avec des aires marines protégées, ça donne du souffle à la vie dans l'océan et on remonte les abondances. Et du coup, tout le monde gagne. C'est-à-dire on a besoin de pêcher moins profond et de récupérer le même nombre de poissons. Si on pêche moins, à terme, on pourra pêcher beaucoup plus. Est-ce que ça veut dire que on pourrait avoir une pêche artisanale qui subviendrait aux besoins de la population ? Absolument, ça c'est une question de choix public. Est-ce que du coup, cette pêche industrielle, elle est non nécessaire, à ton avis ou... En fait, en réalité, il y a 3 segments dans la pêche. Il y a de la pêche artisanale, c'est de la pêche avec des engins de pêche qui ne sont pas trop impactants, proches des côtes. On va dire c'est moins de 12 000 nautiques, moins de 12 mètres, 12 heures. On peut dire 12, 12, 12, comme ça, voilà. Ensuite, il y a un segment qu'on appelle hauturier. C'est un segment qui va de 12 à 24 mètres. Et ça, ce sont des bateaux qui peuvent partir en opération de pêche environ jusqu'à 3 jours. Et on a besoin de cette pêche hauturière. On a besoin de navires qui sont capables d'aller un peu plus loin que la pêche artisanale pour qu'ils ne soient pas tous en train de pêcher au même endroit, d'une part. Et parce qu'il y a en effet des poissons qui peuvent encore être sur le plateau continental en abondance. Et ce serait dommage, entre guillemets, de s'en priver pour des questions de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire. Mais ensuite, il y a de la pêche industrielle, des navires qui font plus que 24 mètres et qui, eux, vraiment rentrent en compétition avec les 2 segments inférieurs. D'accord. Et la pêche industrielle n'a pas de justification. Elle n'a pas sa place, à part par une capture de la ressource publique pour optimiser les gains privés. Donc c'est vraiment un peu comme les banques, c'est qu'on va mutualiser les pertes, mais privatiser les profits. Je ne suis pas sûr qu'on ait mentionné, du coup, mais le Annelis Ilena, il est capable de capturer plus de 400 tonnes de poissons par jour. Ouais, dans 400 tonnes, vous vous rendez compte, en fait, c'est 400 000 kilos de poissons chaque jour. C'est 1 million de merlans bleus tous les jours. 1 million de merlans bleus. C'est de la folie. C'est vraiment un monstre, ce bateau. Les filets font 600 mètres. Enfin, on a vraiment du mal à se le représenter. On est allé le filmer, mon équipe est allée aux Pays-Bas le filmer parce que ce sont des navires qui sont en permanence en train de ravager l'ensemble de l'océan global. Ce sont des prédateurs très mobiles. Et il était au Pérou, au Chili, il est revenu aux Pays-Bas, il refait un arrêt technique et il repart immédiatement grâce aux quotas donnés par la France, donc grâce au choix politique en fait honteux de la France. Il est reparti en opération. Et donc mon équipe l'a traqué et l'a attendu juste le temps qu'il revienne faire son stop et décharger des caisses et des caisses et des caisses. C'est des centaines de caisses, il fallait voir ça. Il y avait une queue de camion
vraiment devant le bateau. Et c'est une industrie, en fait. Vous vous rendez compte, c'est un autre monde. Entre le pêcheur de Concarneau qui va partir pêcher à la ligne le jour même, il revient le soir, il voit sa famille et il vend son poisson en criée. Et ces monstres-là, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et les deux ne peuvent pas coexister. Non, ils ne peuvent pas coexister. Parce que quand on fait le choix justement de donner des quotas à un bateau de ce genre-là, ça veut dire qu'on n'a pas du quota pour les bateaux artisans. Et ça veut dire aussi qu'on accepte l'idée que ce volume de poissons vivants qu'on retire de l'océan, qui nourrit l'ensemble de la biodiversité marine, y compris les oiseaux, ça veut dire qu'on retire cette santé à l'océan pour faire du surimi. Mais en vrai, est-ce qu'on a besoin de manger du surimi ? Non, non, on n'a pas besoin de manger des tomates en hiver, on n'a pas besoin de manger du surimi, on a besoin d'amour, on a besoin de sécurité, on a besoin de soins, on a besoin d'éducation, on a besoin d'air, on a besoin d'un logement, mais on n'a pas besoin de surimi. J'aimerais qu'on passe à un autre sujet. J'ai encore 2 sujets à traiter avant qu'on passe aux questions du public. Il y en aura, donc si vous voulez en préparer pour tout à l'heure, n'hésitez pas à commencer à y réfléchir dès maintenant. La France va accueillir la prochaine conférence océanique des Nations Unies, donc l'UNOC, qui est l'équivalent de la COP Océan, je dirais, à peu près. Non, parce qu'il n'y a pas d'accord. Donc c'est quand même c'est de la diplomatie plus molle. Ok, ça c'est ton avis d'activiste. La COP est très très molle, mais non, parce qu'il n'y a pas un accord contraignant. Donc la conférence des Nations Unies, c'est une tribune diplomatique où les États viennent faire valoir en général des annonces. Mais c'est quand même important parce que les annonces, ça compte, puisqu'une fois qu'on a des annonces, on peut quand même s'assurer, nous les citoyens, que les annonces sont bien mises en œuvre. Et c'est grâce à l'existence de la conférence des Nations Unies sur l'océan, cette conférence spécifique, seulement la 3e fois. Il y en a eu une à New York, une à Lisbonne, et la prochaine sera à Nice, en France. Et c'est lors de la dernière conférence des Nations Unies, qu'en mettant bien la pression, nous les citoyens, sur Emmanuel Macron, qu'il a décidé, mais littéralement dans la nuit, il a changé d'avis et il a décidé d'annoncer que la France soutenait le moratoire sur l'exploitation des minerais en grande profondeur. Donc clairement, quand on fait pression au bon moment, on peut obtenir des décisions unilatérales du président. On va en reparler. Avant ça, de cette conférence, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Ça va être quoi les grands objectifs ? Je te laisse prendre ton thé, t'inquiète pas. Ça va être quoi les grands objectifs pour vous ? Alors, on a beaucoup d'objectifs. D'abord, on a créé une coalition avec 140 ONG, mouvements et 50 000 citoyens, une coalition pour la protection de l'océan. Si vous n'en faites pas partie, rejoignez la coalition pour la protection de l'océan. Et on s'est tous mis d'accord sur 15 points qui étaient 15 points prioritaires. Mais en réalité, on pense que dans le cadre de la conférence des Nations Unies, on pourrait gagner une vraie protection de l'océan. En vrai, si on y arrive, on va tous faire graver sur nos tombes. On a réussi ça. On a réussi à faire protéger enfin 30% de l'océan. Et ce serait déjà dingue. Donc une vraie protection, c'est-à-dire une interdiction des activités destructrices, une interdiction des activités extractives, industrielles, que ce soit l'extraction de poissons, l'extraction de sable, l'extraction de minerais, l'extraction d'hydrocarbures, voilà. Donc une vraie protection, et 2, une interdiction de la pêche industrielle dans la bande côtière. En fait, si on veut protéger nos pêcheurs artisans, il faut s'imaginer que d'ici quelques jours, ces grands navires pélagiques qui font plus de 80 mètres vont commencer à revenir, par exemple, en Manche. Et chaque année, il faut quand même s'imaginer, chaque année en décembre, ils viennent. C'est un peu comme une provocation. Oui, c'est un peu une migration de prédateurs qui arrivent au moment où les ministres se battent pour les quotas. Eux, ils viennent comme ça, quasiment devant Bruxelles, quoi. Ils viennent pêcher des tonnes et des tonnes de poissons, donc des volumes qui sont pêchés en une journée par 1000 pêcheurs artisans, mais ils sont pris par un seul bateau. Ils viennent les pêcher dans les aires marines protégées. Donc ça, en fait, si on pouvait obtenir de rejeter la pêche industrielle de cette bande côtière, cette bande qui devrait être absolument réservée aux pêcheurs artisans, ce serait aussi une immense victoire, mais au niveau mondial. Aussi pour les pêcheurs sénégalais, par exemple, tous les pêcheurs de la côte ouest d'Afrique, qui se retrouvent littéralement privés de leurs emplois, de leurs moyens de subsistance, de leur capacité de générer une économie locale et de la souveraineté alimentaire qui, chez eux, vraiment s'associe à la sécurité alimentaire, et qu'on retrouve sur les routes de migration. Et en fait, quand vous allez à Saint-Malo, donc à Saint-Malo, qui
était la compagnie des pêches de Saint-Malo qui fait du surimi, etc. pour le bateau, là, la Nil Silena. On est allé sur les quais, on a littéralement rencontré des pêcheurs sénégalais qui sont obligés d'abord de prendre les routes de la migration et donc de prendre des risques vitaux, vraiment, de prendre des risques sur l'intégrité physique de leur personne pour arriver en France et se mettre au service de bateaux industriels. Enfin, je veux dire, le monde marche sur la tête. Donc voilà, les deux priorités, c'est quand même de se débarrasser de ça. Et donc, ça induit qu'on arrête de faire n'importe quoi avec l'argent public et qu'on arrête de financer la destruction. De la même façon que pendant la COP, on essaye d'obtenir des budgets pour que les pays développés puissent prendre en charge une partie de la protection climatique des pays en développement. Est-ce que du coup, on a un peu la même chose qui pourrait être mise en place sur des ressources halieutiques aussi ? Oui, alors la question de la gouvernance est toujours une question compliquée dans l'océan parce qu'on a une gouvernance. Le problème, c'est qu'elle est trustée par des lobbies industriels. Donc moi, j'ai envie de dire, le problème qu'on a là au XXIe siècle, et je pense qu'il est un peu général et il est transversal à toutes nos problématiques de bien commun et d'intérêt général, c'est l'effondrement du politique. L'effondrement du politique. En fait, les lobbies industriels, ils font leur job, quoi. Enfin, on les a laissés devenir plus puissants que des États. On a laissé des multinationales comme Total Energy dicter la diplomatie énergétique de la France. On a laissé, par le Fleet et Van der Plas ou Cornelis Vrolijk, deux géants industriels néerlandais posséder, racheter tout le quota européen en rachetant des flottes. On a laissé ces entreprises devenir des monstres et donc prendre le pas sur le politique. Et le politique est tellement inféodé aux intérêts économiques aujourd'hui, et même quand on voit la campagne d'Emmanuel Macron, par exemple, elle a été financée par la frange des Français la plus riche. Et Julia Cagé, l'économiste de Sciences Po, avait quantifié, je me souviens plus exactement des chiffres pour vérifier, mais c'est passionnant, elle avait quantifié que le don d'un très très riche à un parti politique, c'était un don en moyenne de 5 000 €, un truc comme ça, alors qu'un don de citoyen à un parti de gauche, c'était en moyenne 100 €. Enfin, vous voyez, donc en fait, on joue pas à armes égales. De fait, donc elle disait, voilà, elle avait fait une très bonne émission sur France Culture, je crois que ça s'appelait à qui que c'était. Tu couperas d'entendre. On pourra en tout cas mettre dans la description. La démocratie, si tu veux. c'est à qui joue, gagne, ou un truc comme ça. Mais vous regardez France Culture, Julia Cagé, et vous verrez en fait tout le travail qu'elle avait fait sur le financement des partis politiques et qui montrait qu'en fait, si on garde le même système de financement de notre vie politique, c'est foutu. En fait, on sait comment ça se termine. C'est que la gauche, alors je dis pas c'est pas pour valider la gauche telle qu'elle existe. Hein, je ne prends aucun parti parce que là vraiment, mais c'est que les idées de gauche, de fait, sont écrasées par l'investissement qui est fait par les industriels et le patronat, en fait, très riches, et les possédants, en fait, de droite, qui sont tous de droite. Ils investissent sur des partis de droite. Ça génère du libéralisme qui détruit le service public, qui met en souffrance et en tension les soignants, les profs, les infirmières. Ça crée que de la grande misère sociale, de la destruction des services publics. Et à la fin, ça nous amène le populisme. Et en fait, elle a fait ce travail pour montrer, Julia Cagé a fait ce travail, j'en parle vraiment mal parce que je ne vais pas réviser mes fiches, mais ça me vient comme ça, parce que vraiment c'était très intéressant. Et vous regarderez, mais elle a fait ce travail sur les démocraties libérales au niveau un peu occidental, global, et on voit qu'en fait l'alternance, on est un peu contraint d'accepter cette espèce de fatalité que l'alternance, elle se fait jamais vers des partis de gauche, elle se fait globalement. On passe du libéralisme destructeur au populisme. En gros, tant qu'on ne change pas le système de financement de la vie politique, on est un peu foutu. Ouais, je sens que tu en parles avec passion. Tu avais commencé une carrière politique. Non, moi, j'ai jamais fait de carrière politique. J'ai soutenu un mouvement citoyen en étant très clair. Dès le départ, personne ne me croyait parce qu'en politique, tout le monde est complètement dans la défiance. En fait, c'est le système où tout le monde se méfie de tout le monde. C'est dingue. Et donc, c'est pour ça que c'est pas possible, c'est pas fréquentable. Mais donc, tout le monde pensait, je disais depuis le début, je veux être la dernière sur la liste parce que je ne veux pas aller au Parlement européen. Et là, tout le monde pense, c'est une astuce parce qu'en fait, elle veut être la première chat. Non, je veux être la dernière. Non, ok. Alors j'ai été la dernière. Je dis, ça y est, vous me croyez? Ah oui, mais attends, si elle est la dernière sur la liste européenne, il y a toujours un truc en plus que tu cherches à faire. Qu'elle cherche à être la future maire de Paris. Non. Elle dit non, mais c'est sûr, c'est ça. Eh bien non, je ne suis pas sur la liste de Anne Hidalgo, etc. Enfin, c'était horrible. Et puis les journalistes politiques sont aussi atteints que les politiques. Donc je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que l'activisme t'apporte en plus par rapport à la politique? De la joie.
Depuis Et quelques des temps. rencontres formidables. Hein. Depuis quelques Dans temps, l'activisme, on rencontre que des gens géniaux. Hein. Enfin, franchement, on rencontre que des gens géniaux et on travaille avec des chercheurs. Donc, c'est que du luxe par rapport à la politique. On réfléchit, on est gai et on rigole et on change le monde. Tout l'inverse tout l'inverse de la politique telle qu'elle existe aujourd'hui, effondrée dans sa version la plus triste. Ça ressemble à quoi ton quotidien d'activiste aujourd'hui? Là, je vais faire moins rêver. Parce que tu commences avec ça, avec ce rêve, donc il faut que tu me racontes maintenant. Alors, je me lève à 7h du matin et je travaille jusqu'à 1h du matin, tous les jours, la semaine, et le week-end, je dors jusqu'à 9h. Voilà. Quand j'arrive à dormir jusqu'à 9h. Bon, aujourd'hui, c'était 7h30, parce que c'est vrai que quand on a le rythme, après, c'est foutu. Mais voilà, donc je dors pas beaucoup, je fais que travailler, mais c'est pas du travail. Enfin, vous voyez, je sais pas, vous avez un truc de plus important à faire, vous, que d'essayer de nous sortir du chaos dans lequel on s'est mis. Moi, je vois rien de plus intéressant, rien de plus chouette. Donc, je fais ça. Puis, je me nourris. Là, j'ai mangé un sandwich dégueulasse dans le RER en venant. C'est bien. Excellent. Je suis désolé pour le sandwich. Depuis quelque temps, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'activisme a beaucoup changé depuis que tu as cette nouvelle voix, cette voix supplémentaire? En fait, on a toujours été sur les réseaux sociaux, même quand à l'époque il n'y avait que Facebook, le truc des dinosaures pour les jeunes. Et donc on avait gagné, par exemple, en fait, on gagne toujours nos campagnes de la même façon. On a d'abord un fonctionnement qui est quand même en grande partie proche de celui d'un institut de recherche, parce qu'on a énormément de chercheurs, et c'est la spécificité de Bloom, c'est que plus de la moitié de mes collègues sont des chercheurs, des ingénieurs, des chimistes, des biologistes, des océanographes, etc. Et donc on commence par parfaitement connaître notre sujet. Parfaitement. On ne prend pas la parole sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. Donc, on commence par très bien connaître nos sujets. Ensuite, on a aussi une équipe de techniciens du droit, donc qui vont lire le droit en devenir ou le droit existant, et on peut décider d'agir au tribunal pour faire appliquer le droit existant ou d'influencer la norme en cours de préparation. Donc on fait nos étapes, on fait ça comme ça, et ensuite, quand on est mûr pour sortir une campagne, on sort une campagne publique, et là on vous raconte l'histoire. On vous dit voilà ce qui se passe. Ça marche pas du tout ce qui se passe, on a besoin de vous. Et là, ce qui est génial, c'est que tout le monde répond présent et que grâce au soutien des citoyennes et des citoyens, on arrive à mettre nos sujets vraiment dans un grand niveau de visibilité. Et c'est ce qu'on avait fait déjà avec Pénélope Bagieux, puisque à l'époque, on n'avait que Facebook, puisque Instagram n'existait pas, etc. Mais on avait Facebook et on avait mis la petite bande dessinée de Pénélope Bagieux sur Facebook. Et elle avait eu plus de 600 000 partages. On avait fait plus d'1 million. À l'époque, c'était jusqu'à l'affaire du siècle. On avait été historiquement la pétition la plus signée de France, quoi. Donc voilà, on n'a même pas eu besoin. Donc après, quand Instagram et tout ça sont arrivés, on s'est mis sur Instagram. Et comme tout le monde, on est en train de préparer le départ de Twitter X vers Blue Sky. On a déjà fait migrer nos comptes et on va écrire un texte pour raconter cette histoire-là dès que c'est prêt. Ok. Vous avez un mode de sensibilisation qui est très particulier. Tu discutes beaucoup avec Camille Etienne, avec Anne-Sophie Roux, vous faites beaucoup de choses en commun. Et j'ai l'impression que vous avez un style qui est sensibilisé très fort dans un laps de temps très court sur un sujet très précis pour essayer d'obtenir des résultats dans un temps record quand vous faites des mobilisations citoyennes sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous choisissez les sujets sur lesquels vous décidez de mobiliser les citoyens? Parce que vous en avez beaucoup et de temps en temps, il y a un moment clé où sur l'espace de 3-4 jours, vous essayez d'aller récolter ou 100 000 signatures sur une pétition ou des lettres à écrire à des parlementaires, etc. Comment est-ce que vous choisissez ces sujets? Nous, on a des campagnes qui sont structurées sur le long terme. Donc, on déroule je vous parlais de notre approche systémique pour avoir une réponse systémique, régler le problème à la source. Et donc, ça nous amène à prendre la parole sur les bateaux industriels, sur la non-protection des aires marines protégées, sur l'extraction ou le développement de nouveaux projets fossiles de Total Energy, à agir en justice. On a poursuivi au pénal Total Energy et ses actionnaires, etc. Donc, nous, on a notre programme qui est fait sur des années. Et on s'adapte ensuite à l'actualité politique pour être réactif, évidemment, sinon on ne serait pas en campagne. Et donc on choisit, voilà. Et après, on va appeler Camille. Typiquement, on aime beaucoup Camille Etienne, on s'entend très bien avec Camille, mais il y en a d'autres. Gaëtan Gabriel, il y a quand même aujourd'hui Thomas Wagner, bon pote. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment une puissance de narration, et chacun avec leur style. Et donc, par moment, on se dit, allez, on a besoin de vous, on se met tous ensemble. Et ils sont d'accord à chaque fois pour nous soutenir et donner de l'écho à nos campagnes.
C'est génial. Ça marche super bien, en tout cas, sur les réseaux Ouais, sociaux. mais ils sont créatifs. Gaëtan, lui, il fait ses petites danses et c'est super drôle. Camille, c'est l'incarnation c'est de la sincérité. C'est un diamant pur de sincérité, Camille Etienne. Et voilà, it's not fake. Et en fait, ce qu'on n'aime pas, c'est les trucs fake. Les fake activistes ou la fake protection, parce qu'il y a des fake activistes aussi. Hein. On va pas les nommer, mais voilà. Mais il y a de la fake protection et en fait, ce qu'on veut pas, c'est du fake. On change le monde en étant sincère. C'est ça la puissance qu'on a. C'est qu'en fait, la sincérité, ça bouge les montagnes. Vraiment, ça déplace des montagnes. Et quand on est faussement sincère, ça se sent. Et ça marche pas. Enfin, faut voir, parce que bon, quand on voit Bardella et tout. Mais il n'empêche que les gens continuent à être un tout petit peu enfumés par la fausse sincérité politique. Ça m'épate un peu. Mais chez les activistes, ça se sent quand même. Normalement, ça devrait se sentir. Ce serait quoi votre plus grosse victoire que vous avez fait grâce à la mobilisation citoyenne, notamment sur les réseaux sociaux ? J'aime bien le futur parce que la plus grande victoire, ça va être celle qu'on va obtenir avant la conférence des Nations Unies. Tous ensemble, on va avoir une vraie protection des aires marines protégées. Voilà ce qu'on va obtenir. Et ce sera donc notre plus grande victoire. Si on a une vraie protection des aires marines protégées, vraiment, je vous jure, je le ferai graver sur ma tombe. Ou peut-être même déjà sur la tombe de ma mère. Allez, je lui incrusterai le truc. Et qu'est-ce que nous, on peut faire du coup en tant que citoyens pour ça ? C'est de la pétition ? Alors, ouais, tout. Parce qu'en fait, on n'y arrive pas sans vous. Donc, vous inscrire à notre newsletter, nous suivre sur les réseaux, vous inscrire sur la coalition, le site de la coalition pour la protection de l'océan. Et en fait, quand on vous dit c'est maintenant, il faut chauffer avec nous. Et en fait, c'est en interpellant, par exemple, en ce moment, sur la Nellis Ilena, le navire, c'est quand même la décision de Fabrice Loher, le nouveau ministre du gouvernement Barnier, qui a décidé en fait, sacrifier des emplois de la pêche artisanale, puisqu'il aurait pu récupérer du poisson autrement. Eh bien, en fait, on voit bien que c'est des choix qui vont contre l'intérêt général. Eh bien non, en ce moment, on interpelle en permanence Fabrice Loher sur les réseaux sociaux. On a été bloqués et tout, c'est trop drôle. Donc voilà, il faut faire ça. En fait, il ne faut pas lâcher. Moi, je connais qu'un seul truc, c'est la persévérance. Enfin, c'est pénible, mais je veux dire, c'est comme un enfant, quoi. Quand il vous demande 50 fois du Nutella, on finit par lâcher, non pas sur le Nutella, parce qu'on n'est pas des sauvages et on ne détruit pas la forêt, mais bon, sur le nocciolata, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un moment, on est là, ok, vas-y, prends ton nocciolata, allez. Et puis, en fait, vous voyez, il y a un truc comme ça d'usure. Il y a une guerre d'usure. Moi, je crois fort à la guerre d'usure. Oui, on espère surtout que vous la gagnerez avant eux, quoi. Ah ben ça, c'est sûr. Est-ce qu'on a des questions de l'audience ? Je t'amène le micro, comme ça tu seras enregistré, si tu es OK pour passer sur le podcast. Merci. Vous avez bien décrit le problème qu'il y a avec la répartition des quotas, mais même si, imaginons, on arrive à protéger pour de vrai les aires protégées, est-ce que s'il n'y a pas ce mécanisme de définition des quotas qui ne sont pas changés, j'ai l'impression qu'à la fin, il y aura tout le temps autant de poissons qui seront sortis de l'eau. Donc est-ce qu'il n'y a pas vraiment ce mécanisme de quotas qui doit être attaqué aussi, en plus que de protéger certaines aires ? Ouais, très bonne question, merci. En fait, c'est des processus doubles, donc on fait les deux, puisqu'on a un problème systémique sur les deux aspects. Donc d'un côté, on a attaqué la France au tribunal pour l'opacité de l'administration des quotas. C'est absolument contraire à l'esprit de la loi. Les quotas devraient être administrés de façon transparente et en vue d'une performance sociale et écologique des pêches. C'est l'article 17 de la politique commune de la pêche et il n'est pas appliqué. Donc, à ce titre-là, on a aussi attaqué sur la question de l'opacité et de la mauvaise administration des quotas. Mais à côté de ça, on a besoin de protéger. Et en fait, la protection en tant que telle, ça permet aussi, dans l'urgence, de permettre une restauration et un bon fonctionnement des écosystèmes. Et donc, si on arrive à avoir une meilleure administration des quotas, ça veut dire que se posera après la question, une fois qu'on aura permis de régénérer les ressources marines, les poissons à pêcher, donc on a 30%, disons, de l'eau qui est protégée. On a des écosystèmes qui se portent mieux. Il y a un surplus qui est produit, donc ce qu'on appelle le overfishing, enfin c'est pas le overfishing, ils appellent ça le overspill, c'est ça. En anglais, ils appellent ça le overspill, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un surplus de poissons qui déborde parce que les poissons ne connaissent pas la frontière de l'aire marine protégée. Et ce surplus, la question se pose ensuite de savoir est-ce que ce surplus, il est donné à pêcher à des bateaux de 80 mètres ou est-ce qu'il est donné à pêcher à 1000 bateaux de pêche côtière. Et donc ça va être la question qui va se poser une fois que aussi on aura permis la régénération de la biomasse. Mais donc ce sont des phénomènes qui sont doubles et en parallèle. Est-ce qu'on a d'autres questions ?
bonjour et merci de votre sincérité. On entend bien votre enthousiasme pour défendre toutes ces causes. J'ai envie de vous poser des questions un peu plus précises sur la dimension politique. Vous avez abordé très rapidement ce que vous appelez l'effondrement du politique. Vous avez donné une explication qui est cette question du financement des partis. Vous avez également d'ailleurs pris position sur l'échiquier politique. Ce qui, je trouve, alors je me permets un petit commentaire, hein, ce qui, je trouve, peut desservir un peu votre discours, dans le sens où votre discours, c'est un discours, à mon sens, qui est vraiment fondamental sur l'écologie et sur les océans, mais finalement qui, à mon sens, ne devrait pas avoir spécialement de couleur politique. Mais alors derrière, qu'est-ce que vous imaginez comme cause racine et surtout comme remédiation, comme solution pour arriver à faire évoluer le politique dans un sens plus favorable au bien commun? Merci pour votre question. C'est vrai, moi j'aimerais bien aussi me dire que l'écologie, d'abord que l'écologie, ce mot disparaisse, parce qu'en fait on a tellement intégré qu'on était liés à tous les processus physiques et biologiques de la planète qu'on ne peut pas s'en dissocier et qu'on va sans doute détruire. C'est en cours une grande diversité, une grande majorité des espèces vivantes sur cette planète. On a déjà transformé les cycles naturels qui étaient stabilisés du climat. Donc on est capable de ça. Il y a plein de chercheurs qui disent que oui, cet anthropocène va quand même entraîner aussi la chute de l'humanité en tout cas des proportions gigantesques. J'aimerais que ce terme-là n'existe même pas, en fait, cette dissociation entre genre l'écologie et nous. Non, les amis, on est dépendants de la planète, on en fait partie. Maintenant, la réalité, c'est que c'est comme ça. Et il se trouve que j'aimerais bien avoir des alliés à droite, mais on n'en a pas. Et c'est pas seulement qu'on n'a pas d'alliés à droite, c'est qu'ils mettent en œuvre des stratégies pour détruire la moindre ambition environnementale. Et ce qui s'est passé depuis les élections européennes, depuis le 9 juin, parce que le discours européen a été englouti dans la dissolution et le chaos politique que ça a généré en France, mais en réalité, ça a été un tsunami politique, ce qui s'est passé au niveau de Bruxelles. Et on se retrouve aujourd'hui avec un Parlement qui est en majorité maintenant de droite et d'extrême droite. Et ils remportent, donc ils ont la majorité absolue. On a fait toutes les reconfigurations de vote possibles et ils ont la majorité absolue. Et donc, comme ils le savent, ils sont en train de mettre une pression infernale sur la Commission européenne. Vous savez que les commissaires doivent passer devant le Parlement, ils sont auditionnés pour être validés dans leur poste. Et on a en vice-présidente de la Commission européenne Teresa Ribera, une femme de gauche espagnole qui a une très forte sensibilité, qui était ministre de l'écologie en Espagne, et qui essaye d'être là pour sauver le Green Deal européen et sauver les textes qui peuvent l'être encore, etc. Et même elle, son poste est mis dans la balance d'une négociation pour imposer en fait un profil fasciste italien au sein de la Commission européenne. On est dans une période horrible au niveau politique européen. Et la réalité de ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en train de rouvrir tous les textes fondamentaux européens pour les détruire. Et donc, toutes les avancées écologiques qu'on a pu obtenir au fil des ans ou des décennies, et qui n'étaient jamais suffisantes au goût d'une militante comme moi, bien sûr, mais qui avançaient quand même, comme le Green Deal, avec tous les piliers du Green Deal, c'est vraiment la feuille de route de la droite et de l'extrême droite, ça va être de tout bananer, de tout faire passer à la poubelle. Et ça, c'est la réalité des positions. Et en fait, on n'a pas d'alliés à droite, on n'a pas de soutien à droite, on n'a personne qui prend vraiment à droite. Et alors, l'extrême droite, on ne leur parle pas, donc comme ça règle le problème. Parce que je préfère, pour le coup, si l'extrême droite devient écolo et qu'on sauve le monde avec des fachos, moi je préfère carrément rentrer directement dans la tombe. Ce sera sans moi. Mais du coup, on voit bien que voilà, la droite a abandonné même l'idée conservatrice qui devrait être la sienne, puisque la droite, c'est conservateur. Ça se dit conservateur. Il y a des groupes conservateurs. Ils ne veulent même pas conserver, ne serait-ce que l'état des choses, l'état de la nature, pour pouvoir en profiter. Donc non, on est très mal. Vous voyez, en fait, que c'est la droite qui va, de toute façon, voter les accords de commerce qui vont faire du dumping social et environnemental. C'est la droite qui va voter pour rouvrir la pêche électrique, parce qu'ils veulent remettre l'électrocution des poissons. C'est la droite qui va soutenir les navires industriels, vous avez vu l'arbitrage du Conseil d'État le 6 novembre
Non, mais c'est vraiment alors, un arbitrage qui est dingue, puisque Polynice, L214 et Génération Future avaient fait un recours contre la cellule Déméter, qui a été créée quand même sous Macron. Et la cellule Déméter, vous voyez ce qu'est la cellule Déméter ? C'est une cellule de la gendarmerie qui doit lutter contre les militants et les activistes pour défendre les agriculteurs. Donc on a une cellule spécialisée maintenant de la gendarmerie pour lutter contre l'agribashing. Donc le terme qui a été inventé par l'agriculture conventionnelle, l'agriculture de Monsanto et de la FNSEA. Ce terme a été vraiment inventé de façon à empêcher le reportage, les enquêtes, l'intrusion des activistes dans les abattoirs, etc. Donc voilà, ça c'était typiquement des inventions de la droite. Sur le PLF, le projet de loi de finances, un amendement vient d'être voté qui retire la déduction fiscale aux ONG qui font, comment ils appellent ça ? De la désobéissance, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, qui vont dans les abattoirs, quoi. Qui font de la désobéissance civile. Typiquement un amendement qui était fait par l'extrême droite pour viser L214, qui est quand même une ONG hyper efficace pour faire monter les sujets de maltraitance animale dans la société et de surconsommation de viande. Enfin, on est quand même complètement, on surconsomme de la viande. Et donc voilà, en fait, on voit bien le régime dans lequel on est rentré. Et c'est quand même c'est ce libéralisme autoritaire au pouvoir qui donne l'état de répression policière dans lequel on vit désormais. Et qui ne fait... Alors évidemment, on a vu celui avec le képi, là, avec une tronche de SS, là, je ne sais plus comment il s'appelle, le préfet, qui était quand même... qui avait commencé à tailler, vraiment littéralement, à arracher des mains, à arracher des yeux aux gilets jaunes, etc. Et on voit en fait que... On pensait avoir vu le pire avec Darmanin, on passe sur Retailleau. Enfin vraiment, non, le milieu militant et activiste et écolo est quand même en panique par rapport à la dérive proto-fascisante de la France. Et il faut mettre les mots. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Enfin, il ne faut pas avoir peur de le dire. Le régime est en train de glisser vers de l'autoritaire pur. C'est de la folie. Quand on a un ministre comme Retailleau qui nous dit que, en fait, l'état de droit, ça compte moins, en fait, qu'une espèce de régime organique, ou je ne sais pas ce qu'il avait dit, du droit. Non, l'état de droit, c'est le fondement de la démocratie. C'est comme la liberté de la presse. Et quand un pays comme la France n'a pas agi, et ma plus grosse frustration par rapport à François Hollande, c'est le fait qu'il n'ait pas agi alors qu'il avait la possibilité à ce moment-là de faire passer une loi sur les médias. Parce que quand on laisse les médias aux mains de milliardaires d'extrême droite, de fait, on se retrouve avec un parti comme le RN qui passe de 13 à 33% juste sous Macron. Les pro-Obama et les pro-Trump étaient d'accord sur plus de 80% des mesures à mener pour le bien des Américains. Et en fait, ça, je me dis, ça, c'est la voie, en fait, d'espoir ou de lumière. Ça s'appelle, en fait, une convention citoyenne. Ça s'appelle des conventions citoyennes. Ça s'appelle de tirer au sort des individus, parce que personne n'est plus légitime que nous-mêmes pour se cultiver sur une problématique, être sérieux. Mais oui, vous aurez... là et là, des touristes ou des gens qui sont, je sais pas quoi, dysfonctionnels, ça fait partie de la société. Mais ils sont noyés par l'intelligence collective. Et quand, en groupe, on se met à réfléchir à une problématique, quelle qu'elle soit, et qu'on a accès à de la donnée, à des études, qu'on écoute des experts, on peut échanger avec eux, et qu'on nous donne un temps pour prendre des décisions, pas un temps infini, un temps. Pour prendre des décisions, on prend globalement des bonnes décisions. Et c'était ça l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat. C'est qu'en fait, les gens, les Français, nous, quand on discute et qu'on se renseigne et qu'on se documente, on tombe d'accord sur des mesures, y compris des mesures qui vont contraindre notre liberté de mouvement, qui vont contraindre notre vitesse de circulation sur l'autoroute, qui vont contraindre les vols qu'on peut prendre à tort et à travers. On le décide parce qu'on est éclairé. Donc moi, je crois fort aux conventions citoyennes. Je crois que la démocratie délibérative, maintenant, c'est devenu la seule lumière au bout du tunnel. Et je suis très content. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis désolé. Je pense qu'on aura l'occasion de poser d'autres questions un peu off-air, mais on va s'arrêter là. Je suis très content qu'on termine sur une note positive. Et je pense qu'on a toute une conversation qui reste en support, qui pourrait être tout aussi longue sur ce sujet-là.
Merci beaucoup Claire d'avoir Merci participé à The Big Shift. C'était super intéressant. Et pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'étaient pas aujourd'hui avec nous à la Cité des Sciences, vous êtes notre auditeur préféré si vous êtes resté toute cette heure avec nous. Donc c'est le moment de prendre votre téléphone, de sortir, de mettre des étoiles sur votre appli de podcast pour tous ceux qui sont là aussi dans la salle, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de nous laisser un commentaire, de nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Ça nous aide énormément à progresser. Pour ceux qui sont ici, je vous retrouve dans une demi-heure pour un nouvel épisode avec Pierre Gilbert. Et puis pour ceux qui ne le sont pas, c'est la semaine prochaine. À très bientôt, salut. Au revoir. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.